Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous et bienvenue dans votre émission Entretien. Et pour ce numéro, nous allons recevoir une fois de plus Germain Mbave, qui est chercheur, un expert en légistique et évaluation. Germain Mbave va avec nous aborder la question liée à la production des lois, surtout que le contexte le justifie. La rentrée parlementaire est intervenue à l'Assemblée nationale comme au Sénat et la nation congolaise attend des députés comme des sénateurs la production des lois qui soient utiles pour la bonne marche de la République démocratique du Congo. Mais il y a certaines lois qui ne sont pas programmées. Quand parviendront à élaborer une loi? Pour quelle cause? Quel doit en être l'intérêt ou bien l'inspiration profonde? Voilà, toutes ces questions vont constituer la charnière de cette émission que nous allons aborder aujourd'hui avec notre invité, Germain Mbave. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Je suis enchanté, monsieur le journaliste, de m'avoir invité encore une fois pour ce programme, non seulement de la démocratisation, mais aussi de la tropicalisation de la légistique et de l'évaluation législative. Je vous en remercie. Germain Mbave, nous pouvons le dire, intervient d'une manière ou d'une autre dans la production des lois en République démocratique du Congo, du moins dans le cadre de l'évaluation ou bien des études préliminaires qui doivent être menées. Et c'est pour cela que nous aimerions, dans le cadre de cette émission, privilégier la phase prélégislative. Germain Mbave, souvent, on néglige cette phase. La plupart de nos Congolais, de nos compatriotes, ne voient que la phase législative, parce que lorsque la loi elle est produite directement, elle est envoyée au Parlement pour être étudiée et être éventuellement adoptée. Quels sont les éléments qui doivent entrer en compte pour produire d'abord une loi? Merci beaucoup pour une question globale, mais qui tient vraiment compte de la phase pré-législative. Comme vous-même, vous venez de le dire, qu'est-ce qu'une phase pré-législative? Avant d'abord de donner les éléments constituant la phase pré-législative, il faut que nous entendions, que nous définissions la phase pré-législative. Enfin, en fait, qu'est-ce qu'on entend par phase pré-législative? Vous devez savoir que pour une production législative ou un processus législatif, pour la procédure d'une loi, il y a trois grandes phases. La première phase, c'est la phase pré-législative ou la phase préliminaire. La deuxième phase, c'est la phase législative. Et la troisième, c'est la phase post-législative. Aujourd'hui, comme vous avez dit, nous allons tabler plus sur la phase pré-législative. Quels sont les éléments qui constituent une phase pré-législative? En fait, la phase pré-législative, c'est la phase de la conception de la loi. C'est la phase de la planification et de la rédaction de l'avant-projet ou de l'avant-proposition d'une loi. Cette phase, elle est beaucoup négligée au profit, notamment, de la phase législative, c'est-à-dire la phase parlementaire. Par là, vous voulez dire que par là, certains initiateurs des lois oui. Négligent cette phase et vont directement à la phase législative. C'est peut-être ça aussi qui peut justifier le fait que certains projets de loi qui sont déposés n'arrivent pas à être alignés parce qu'il y en a justement qui se plaignent que voilà, ils ont déposé des projets de loi qui n'ont jamais été alignés. Non, c'est-à-dire quoi? On ne néglige pas cette phase, mais on méconnaît la valeur de cette phase. En fait, dans notre pays, quels sont les éléments qui peuvent constituer cette phase? Nous devons savoir que l'initiative d'une loi appartient concurremment au gouvernement et aux députés ainsi que les sénateurs. Quand une loi provient du gouvernement, on parle, en droit continental, d'un projet de loi. Voilà. Quand ça provient d'un député ou d'un sénateur, c'est une proposition. C'est une proposition de loi. Alors, chaque
où chaque partie, chaque volet a la procédure qu'il doit suivre. Pour un projet de loi dans notre pays, un projet de loi commence d'abord par ce qu'on appelle l'impulsion au gouvernement, l'impulsion du ministère, l'impulsion de l'administration, l'impulsion c'est pas du Premier ministre. Justement. Et cette qui, impulsion... sur base d'un problème, pense qu'il faut écrire une loi. Et on commence par l'impulsion. Après l'impulsion, il y a le mandat donné par le ministre du secteur, le ministre des tutelles. Après cela, on constitue l'équipe. L'équipe qui doit rédiger l'avant-projet ou la première mouture. Là, on est au niveau du ministère toujours. On est au niveau du ministère. Voilà. Et le ministère va associer d'autres personnes à son ministère. Ça peut passer par des auditions, soit la consultation. Mais la légistique voudrait que ça soit plus la consultation, parce qu'il y a une différence entre une audition et une consultation. Voilà. Une consultation, ça va au-delà. Qu'est-ce qu'on consulte? On consulte les parties prenantes, on consulte les bénéficiaires probables, on consulte les universitaires, on consulte la société civile, les groupes thématiques, ceux qui sont concernés par le problème, ceux qui sont concernés par cet avant-projet. Après consultation, il y a au besoin une évaluation qui doit se faire selon la légistique. Ouais. Une évaluation qu'on appelle ex ante. Une évaluation avant. Une évaluation avant. Après cela, il y a maintenant la phase de la rédaction. C'est-à-dire, on a déjà étudié. On a déjà déterminé le problème. On a déjà déterminé les objectifs. On a déjà fait le choix des solutions. Et les choix des solutions, on propose les lignes directrices de l'avant-projet. Et on se met à rédiger. Et puis après coup, ça va aller à ce qu'on appelle la commission des lois. La commission des lois dans notre pays. Germain Baf, avant d'y arriver. Oui. Mais pourquoi, si tout cela est tenu réellement en compte lors de la production d'une loi, déjà ex ante, comme vous le dites, mais comment arrive-t-on à voir 2, 3 projets de loi présentés par un ministre à l'Assemblée nationale et qui sont rejetés? Ok, merci. Ça arrive partout. Une loi peut être rejetée. Il n'y a jamais eu de loi parfaite. Un projet de loi peut être rejeté. Est-ce les consultations ont été mal menées? Est-ce c'est le niveau de la rédaction qui a été mal faite? Okay. Est-ce que ce sont les experts du ministère qui ont failli? C'est ça que je veux savoir. Ok, c'est pourquoi dans le processus de la démocratisation de la légistique qui est là pour améliorer la qualité de la loi, nous pensons que il faut déjà en amont que toutes ces contraintes soient étudiées pour qu'une loi ne soit pas rejetée comme ça parce que elle a failli à telle ou telle qualité. Monsieur le journaliste, qu'une des fois, je vous ai dit que nous devons toujours partir d'un étalon qui est fondé sur 3 types de qualités. Premier type de qualité, la qualité juridique, les aspects liés à la qualité juridique. Deuxième type d'aspect, la qualité rédactionnelle. Et troisième type de qualité, non moins important, c'est la qualité factuelle. La qualité factuelle qui ferait en sorte que la norme réponde aux besoins, aux desiderata de la population. Voilà. Alors, la légistique voudrait que cette procédure soit respectée en termes des règles qui doivent constituer la phase prélégislative. En fait, justement, dans toute cette phase, il faut que l'initiateur, que ce soit au niveau du gouvernement ou que ce soit au niveau du Parlement, respecte cet étalon, fasse en sorte que son avant-projet ou son avant-proposition ait la qualité juridique. C'est-à-dire qu'on doit arriver à dire, est-ce que cet avant-projet ou cette avant-proposition est conforme aux conventions ou à la Constitution? Est-ce que ça s'insère mieux dans le corpus
juridique du pays, la cohérence externe, est-ce que l'avant-projet ou l'avant-proposition, l'avant-projet lui-même, a une cohérence en son sein? Est-ce qu'elle ne vient pas créer un désordre au niveau du corpus juridique? D'où l'importance de recevoir justement un expert, parce Oui. que avoir ce que font les politiques, Oui. c'est le sensationnel qui est souvent recherché, parce qu'il y a aussi des lois, c'est vrai, nous n'allons pas peut-être citer toutes les lois, par exemple, il y a certains projets de loi en gestation à l'Assemblée nationale qui peut-être sont bloqués pour cette raison au niveau du bureau d'études. Je ne sais pas pourquoi ces lois sont bloquées, mais tout ce que je peux vous dire, je continue mon raisonnement, c'est-à-dire il faut que, au niveau juridique, qu'il y ait une conformité, non seulement à la Constitution, non seulement aux conventions, mais qu'il y ait aussi respect des droits de l'homme, des droits fondamentaux. Voilà. Qu'il y ait, qu'on étudie tous ces principes juridiques qui feraient en sorte que la loi n'empiète pas sur les droits humains. Voilà. Au niveau juridique. Qu'on étudie aussi la clarté, le texte, le style. Et une loi ne doit pas s'écrire comme on écrirait un texte de sociologie, comme on écrirait un texte d'économie, comme on écrirait un texte universitaire. Et une loi, tout ça, ça doit être étudié, de telle sorte que ça soit des normes. Et qui dit normes, ça doit être prescriptif. Voilà. Et tout ça, on étudie. Et on étudie maintenant la factualité. La factualité, excusez-moi, gros mot. C'est-à-dire, on étudie en sorte que par rapport au fait, on étudie l'applicabilité et l'efficacité, même l'efficience et tout ça, tous ces éléments, la mise en œuvre. Et rappelez-vous que je vous ai dit une fois que, finalement, l'horizon, le but de la légistique, c'est quoi? C'est que la loi porte des effets et soit mise en œuvre. La mise en œuvre, c'est-à-dire déjà dans la conception, on étudie comment la loi sera mise en œuvre. Voilà. C'est peut-être ce qui pose problème. Que nous avons un problème. Moi, je ne suis pas encore au niveau de la phase législative. Oui, justement, dans la phase législative, déjà, il faudrait déjà qu'on anticipe déjà sur certains effets indésirables que pourrait apporter justement cette loi. Oui, oui. Rappelez-vous, je vous ai dit une fois que Boileau disait qu'il se conçoit mieux. S'exprime clairement et les mots pour les dire coulent aisément. Justement. Et puis ça se met en, ça s'applique facilement. Ok. Je continue mon raisonnement. Avant tout cela, pour que la loi, pour qu'on étudie le problème, il faut qu'on commence aussi par une politique publique. Une politique publique qui définisse la vision, qui définisse les axes, qui définissent les objectifs, qui définissent les enjeux, qui comprennent les enjeux, qui voient le plan, qui voient comment on va mettre en œuvre, qui définissent les parties prenantes, les acteurs. Et finalement, comme vous m'avez dit la fois passée, la loi qui est au service de cette politique publique vient finalement mettre ça en des termes, en normes, pour pouvoir amener ça au Parlement. Voilà. Alors, et on en arrive à la commission des lois. La commission des lois, ici chez nous, la commission des lois étudie généralement, la commission des lois au niveau du gouvernement, au niveau de la primature, j'ai comme impression que la commission des lois, je comprends de quelle école nous sommes, s'appesantit trop sur la qualité juridique, la conformité à la Constitution, la conformité aux conventions. Je pense qu'on devait de plus en plus outiller des services des administrations, des services du gouvernement, à pouvoir mener des études qui iraient au-delà de la qualité juridique. Mais dans le cadre aussi des séances de remise à niveau, vous pouvez les proposer. Vous êtes des experts en légistique. Il faudrait quand même qu'on fasse sentir aux membres de la commission des lois que la loi, elle est faite d'abord pour l'homme et pour répondre à un besoin social et qu'il faudrait que cette loi vive réellement après sa promulgation. Ok. Si cette émission peut être une opportunité pour que les membres du gouvernement, pour que les administrations nous écoutent,
tant au niveau national que provincial, que la légistique ne concerne pas seulement la phase parlementaire. Sinon, on risque de sombrer dans une sorte de juridisme. Justement, dans une sorte de dogmatisme. Voilà. La légistique concerne plus les administrations au niveau de la phase préliminaire, les administrations au niveau du gouvernement. Parce que je vous ai dit une fois, je vous ai dit la fois passée, que la loi ne passe pas par le Parlement parce que les parlementaires sont des spécialistes de la loi. Non, la loi passe fondamentalement par le Parlement parce que les élus que nous avons mandatés ils ont reçu mandat, doivent légitimer. Voilà, ok. Doivent légitimer cet instrument de l'action publique qui est la loi. Parce que nous les avons mandatés avec comme première mission des représentations. Nous les avons envoyés, nous les avons délégués. Alors ils sont là pour écrire les lois. Alors les spécialistes, c'est le gouvernement. Les spécialistes, ce sont les administrations au niveau du gouvernement. Ce sont eux qui maîtrisent bien les secteurs. Ce sont eux qui maîtrisent bien les politiques sectorielles, les politiques publiques sectorielles. Et même, vous voyez, au début, quand il y a un programme du gouvernement, mais tout est renseigné par les membres. Donc, avec un œil et un regard scientifique, oui. Lorsque une loi produit des méfaits, nous savons à qui nous tourner. Vers qui plutôt nous tourner. Lorsqu'une loi produit... Vous savez, les administrations au niveau du gouvernement sont bien outillées pour non seulement bien concevoir une loi, mais aussi pour la mettre en œuvre. Qui sont les assermentés pour une loi, dans la loi post-parlementaire ou post-législative? Mais ce sont les administrations et les juges. C'est vrai, nous avons dit que nous allons parler de la phase pré-législative, mais d'une manière ou d'une autre, nous sommes obligés aussi de parler de la phase post-législative. Oui, justement. Voilà, ils sont bien outillés pour la mise en œuvre d'une loi. Mais chez nous, en République démocratique du Congo, revenons sur terre, beaucoup de lois souffrent d'application. Justement, c'est pourquoi moi je leur dis que nous ne devons pas rester dans le dogmatisme, dans l'idéalisme juridique, à penser que dès que nous avons conçu la lettre et que nous avons conçu la loi et qu'elle se conforme soit à telle convention, soit à la Constitution, c'est qu'elle est bien écrite. Non. Il faut approfondir les études. Il faut approfondir les analyses. Il faut que une loi soit fondée sur des analyses basées sur des faits probants, basées sur des faits rigoureux, basées sur des méthodes scientifiques. Qui dit cela, nous pensons nécessairement à l'évaluation. Nous pensons nécessairement à la consultation. Nous pensons nécessairement à la participation de la société civile, des groupes thématiques de la société civile. Nous pensons nécessairement aux universitaires qui doivent, dans un premier temps, faire en sorte que cette phase de conception, cette phase préliminaire dure autant que cela peut. Dure autant que cela peut et qu'on fasse beaucoup attention à cette phase plutôt qu'à la phase parlementaire. Il ne faut pas considérer cette phase comme une boîte noire seulement de quelques politiques et de quelques administrations ou des partenaires financiers ou des partenaires de développement. Ce n'est pas les partenaires financiers ou partenaires de développement qui doivent concevoir nos avant-projets des lois. Ce sont nos administrations. Et nos administrations doivent être outillées en termes de la logistique matérielle, en termes des politiques publiques et en termes d'évaluation des politiques publiques et des lois. Germain Bambav, que nous recevons, et justement, tout ce que nous sommes en train de dire, Germain Bambav l'a déjà consigné d'ailleurs dans son ouvrage, que je peux déjà vous recommander, vers le législateur évaluateur, nécessité de surveiller l'exécution et les effets des lois en République démocratique du Congo. Voilà. C'est mieux quand même d'organiser ces genres d'émissions qui peuvent peut-être nous permettre de comprendre pourquoi certaines choses aussi ne marchent pas dans notre pays. Voilà. Mais si la science propose des solutions, il est aussi vrai que la culture de la lecture aussi est en train de nous échapper. Mais est-ce que vous avez déjà quand même offert quand même cet ouvrage à celui qui gère la commission des lois?
Vous y pensez quand même? Je m'excuse, comme je disais, je suis aussi victime de l'approche. Je n'ai jamais approché la commission des lois. Je n'ai jamais approché peut-être aussi des décideurs au niveau du gouvernement, mais c'est un défi que vous me lancez. Je pense que ce combat que je mène, cette lutte que je mène, de la démocratisation, de la tropicalisation de la légistique matérielle, doit commencer par le gouvernement. Je dois approcher le gouvernement. Pourquoi? Parce que si la loi est mal confectionnée, est mal fabriquée au niveau du gouvernement, rassurons-nous que le fléau que nous avons de la non-exécution des lois, des non-effets des lois, va continuer. Oui. Et on va continuer à se plaindre. Je pense que c'est un défi que vous me lancez. Je vais voir comment approcher le gouvernement. Voilà. C'est vrai que les grands décideurs eux-mêmes aussi doivent être justement approchés. C'est peut-être une recommandation que je vous fais, parce que je sais aussi que vous êtes un scientifique, mais vous intervenez aussi d'une manière ou d'une autre au niveau du Parlement dans la chaîne de production des lois. Mais les experts et les techniciens n'ont pas toujours la dernière décision. Oui. Est-ce qu'il peut aussi vous arriver de subir aussi de la pression pour faire passer peut-être un texte, même si vous trouvez qu'il y a des choses qui ne passent pas? Merci beaucoup. Partout au monde, il y a toujours une tension positive ou négative entre les experts et les décideurs. Les experts font ce qu'on appelle un travail technique. Ils étudient les probabilités et proposent aux décideurs. C'est aux décideurs de prendre une option qui lui semble la bonne ou optimale. Nous avons toujours des problèmes. Mais vous savez, quand vous avez proposé quelque chose de bien, ça finit toujours par éclore un jour. Et c'est pas pour rien que les décideurs sont toujours entourés par des cabinets, des conseillers, que ce soit des conseillers privés ou des conseillers publics. Les tensions existent, mais on fait toujours en sorte que la voie de la vérité puisse triompher. Germain Mbaf, permettez-moi de vous poser quand même une question tout à fait scientifique. Quand est-ce que la légistique est née comme science? Ok. La légistique n'est pas une science au vrai sens du mot. C'est une discipline, un domaine interdisciplinaire qui est né d'abord des soubresauts du droit. C'est-à-dire, il y a une branche du droit qui voulait que le droit soit en action, qui a commencé à penser comment améliorer la qualité de la loi. Et on a commencé par les éléments rédactionnels, on a pensé que c'était l'art, et puis après, on a pensé que ça devait tellement se limiter seulement aux aspects juridiques et rédactionnels. Mais la légistique dont nous parlons ici, elle a eu comme pionnier Peter Noll dans les années 70 en Suisse. En Suisse, Peter Noll, c'est un pénaliste. C'est lui qui a fait vraiment que la légistique dont nous parlons puisse s'éclore. Et la légistique ne tire pas son origine seulement du droit, mais aussi de la sociologie du droit, de la philosophie du droit, du management et de quelques sciences sociales. C'est comme ça, ce n'est pas vraiment une science, c'est un domaine interdisciplinaire qui a pour objectif d'améliorer la qualité de la loi. Et ici, notre étalon de l'Union européenne et de l'OCDE, c'est trois aspects de la qualité. La qualité juridique, la qualité rédactionnelle et la qualité factuelle. Qui dit qualité factuelle, c'est la qualité basée sur les faits, que le texte réponde aux problèmes. Voilà. Et merci aussi d'avoir... Nous avons ouvert une parenthèse que nous refermons immédiatement. Nous revenons justement à cet aspect-là factuel. Que peut-on faire pour que le peuple qui subit la loi,
qui est obligé de se conformer à la loi, puisse se sentir impliqué dans l'initiative d'une loi? Une très bonne question. C'est pourquoi moi j'ai dit, le programme que j'ai, c'est la démocratisation de la légistique. En fait, que doit faire le peuple? La légistique matérielle propose un schéma pour arriver à une norme de qualité. Vous allez me permettre, ça c'est un préalable que je donne. Le schéma est lequel? Le schéma est de commencer d'abord, quand il y a eu impulsion et mandat, de commencer par étudier un problème. Quand on étudie un problème, à la base, on voit ses causes, on voit les conséquences, on voit comment le problème a évolué, sa dynamique, et on se dit, qu'est-ce qui adviendrait si l'État n'intervenait pas? Ça, c'est dans la phase, la phase du problème. Voilà. On peut modéliser comme on veut. On peut en faire une théorie de changement. On peut tout comme faire un arbre à problème, un arbre, et puis un arbre à solution. On peut tout comme avoir de baseline. On peut avoir un cadre logique pour comprendre le problème. Après avoir cerné le problème, on passe à une deuxième phase qui est celle de la détermination des objectifs. Je vous ai dit qu'on est parti d'abord de l'arbre à problème. Maintenant, après l'arbre à problème, on positive le problème, on est dans l'arbre à solution. Tu dis, maintenant on a les objectifs. Qu'est-ce qu'on vise? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit partir d'un point 0 vers un point 1. Il faut qu'on quitte le problème. Justement. Et cela se fait de manière scientifique, avec des recherches scientifiques. Dès qu'on a défini les objectifs, on a déterminé les objectifs, il peut y en avoir autant qu'on veut. On doit les hiérarchiser. Les hiérarchiser. Tout ça parce qu'on est en train de viser à mener une politique publique ou à écrire une loi. Voilà. Après avoir déterminé les objectifs, on cherche les solutions. La recherche des solutions. On peut en avoir 1000, on peut en avoir 2000. On va les scinder et les hiérarchiser, voilà, selon leurs valeurs. Après ce coup, maintenant on s'est dit, quelles sont les solutions que nous devons prendre pour que nous mettions ça dans notre norme, dans notre loi, ou dans notre avant-projet, ou dans notre... Et il faut savoir que tout problème n'est forcément pas législatif. Okay. Si on se rend compte que, ou bien après avoir tout fait cela, la commission des lois vous dit que non, selon la Constitution, vos solutions ne doivent pas être ramenées au niveau de la loi. Mais excusez-moi. Au niveau de la loi, on vous ramène au règlement. Maintenant, comment la population doit s'insérer? L'article 37 de la Constitution prévoit que là où, pour des raisons de développement, l'État peut collaborer avec les associations pour l'éducation, pour le développement économique, pour le développement. C'est là qu'on peut impliquer la société civile avec les groupes thématiques. Voilà. Supposons que nous sommes en train de parler d'une question de la femme. Dans la société civile, il y a des groupes thématiques sur la femme. Nous sommes en train de parler de l'émancipation, par exemple, des enfants ou de la scolarisation des enfants. Dans la société civile, il y a des groupes thématiques. L'article 37 de la Constitution prévoit que ces gens peuvent s'impliquer déjà dès le départ. Dès le départ, voilà. Ça, c'est la participation. Rappelez-vous que je vous ai dit que la légistique voudrait écrire les lois de manière pluraliste et participative. Voilà. OK? Il n'y a pas que la société civile. Il y a les universitaires. Au gouvernement, il n'y a pas les spécialistes dans tout. Ou bien quelqu'un qui conçoit, un député ou bien un sénateur qui conçoit et des grandes associations des jeunes aussi. Il doit consulter les groupes thématiques. Il doit consulter les experts, les universitaires. Oui. Il doit consulter des cabinets privés. Il doit consulter. C'est-à-dire que la loi au niveau du pays permet à ce que la société civile, ou à ce que les citoyens plutôt,
soient impliqués, ou les parties prenantes. Je peux donner un exemple. Nous avons des questions, par exemple, des problèmes entre locataires, entrepreneurs et bailleurs. Ouais. Mais il y a des parties prenantes, il y a des syndicats dans ce sens-là. Ils peuvent déjà intervenir. Ils peuvent intervenir déjà en amont. Et quand ils interviennent en amont, il y a 1000 chances que la loi réussisse. Et même ces gens-là, ça sera eux qui vont, comme je l'ai dit, nécessiter de surveiller l'exécution et les effets. Ce seront ces gens-là qui seront là pour exécuter. Parce que ce sont eux qui maîtrisent bien les instruments qui font partie, qui ont été intégrés dans cette loi. Parce que s'ils ont été consultés, Oui. ils ont été concernés, Voilà. déjà dès le départ. Comme le dit Habermas. Mais avant de l'accoucher... Ces gens-là vont être là pour la mise en œuvre. Et ils sauront même pourquoi on n'a pas pris tel ou tel instrument, on n'a pas opté pour tel ou tel élément. Ils sauront déjà. Ils sauront. Lorsqu'on les a consultés, Oui. avant d'accoucher cela Oui. sous forme de texte, Oui. il faudrait déjà donner déjà les résultats, non? Il faut déjà communiquer les résultats. La légistique. Parce que si vous n'avez pas communiqué, c'est-à-dire, eux, ils peuvent dire, voilà, ils ont été consultés, Oui. mais ce qu'on a coché, ce qu'on a écrit, Oui. ne correspond pas nécessairement à ce que eux ils auraient voulu Ok, merci beaucoup. avoir comme solution. Merci beaucoup. Je suis en train d'écrire un article sur la communication législative. Et la communication législative ne fait pas partie de la qualité rédactionnelle comme on peut le penser, ou de la qualité factuelle, mais de la qualité juridique. Il faut communiquer pour donner la chance à la loi de pouvoir être compris pour que la population adhère à cela. Voilà, c'était ça. C'est justement, mon c'est souci. ça. Oui. Il y a une partie dans la légistique matérielle, il y a une partie de ce qu'on appelle la communication législative. On peut organiser des auditions. On peut organiser des consultations. On peut organiser des tables rondes, comme ça c'est fait. Dans notre pays, on le fait aussi. On peut organiser des rencontres où vraiment toutes les parties prenantes se rencontrent pour discuter sur quelque chose. Maintenant, il faut publier. Il faut publier les résultats pour que les gens sachent à quel niveau on est. Et les résultats publiés sont surtout destinés aux catégories qu'on a consultées. Justement, aux parties prenantes. Ouais. Et les parties prenantes, ils suivent partout la loi. Ils suivent dans toute la procédure. Ils suivent, excusez-moi, le projet ou la proposition. Ils suivent partout. Même s'ils ne sont pas et ils sont pas les initiateurs, mais parce qu'ils sont des parties prenantes, ils en font leur affaire. Ils suivent ça partout. Ils suivent ça partout. Et ailleurs, c'est comme ça qu'on parle des auditions publiques, qui sont même formalisées dans les lois et dans les réglementations. Voilà pourquoi nous militons, nous, au niveau de la légistique. Que la phase pré-parlementaire soit formalisée, Voilà. qu'il y ait même une circulaire Ok. au niveau de la primature ou au niveau, c'est pas voilà, qu'il y ait même une circulaire qui puisse bien réglementer la phase, où on doit formaliser la consultation. On doit savoir qui fait quoi. Formaliser la consultation, formaliser l'évaluation, pour donner la chance à nos lois d'avoir des effets. Nos aïeux, en matière de législation, ceux-là que nous copions souvent, nous imitons, nous mimons souvent, les Français et les Belges, ils ont compris. En 1998, il y a une circulaire. En février, il y a une circulaire au niveau de la France qui a voulu maintenant qu'au-delà de la qualité juridique, de la conformité à la Constitution ou bien aux conventions, qu'on arrive à étudier l'impact des lois. Et cela a été donné à ce qu'on appelle le Conseil d'État. C'est-à-dire, le Conseil d'État, chez eux, n'appelle pas seulement ce qui est administratif, mais aussi la qualité factuelle, les impacts des lois. Chez nous, il y a la commission des lois pour voir comment la loi s'insère, mais chez eux, même si c'est pas encore parfait, on préférerait encore que toute loi, surtout importante, passe par le Conseil
d'État. Ailleurs, il y a des lois, il y a des réglementations qui définissent comment les autres parties prenantes participent à l'élaboration de la loi dans la phase première et comment ils doivent suivre après. Voilà, c'est au moins un exemple à suivre. Oui. Voilà, parce que vous m'avez arraché les mots aux lèvres, puisque justement, je voulais vous demander vos propres propositions. Peut-être pour terminer, qu'est-ce qui doit relever de la loi et qu'est-ce qui doit relever du règlement? Parce que nous sommes toujours à la phase prélégislative. Ok, merci. Qu'est-ce qui doit relever de la loi et de... En fait, notre constitution a prévu ce qui est légal au sens formel. Quand vous allez quand vous consultez la Constitution à l'article 122, 123, on vous dit c'est ce qui relève de la loi, de tel domaine et tout ce qui ne relève, l'article 128 de la Constitution dit tout ce qui ne relève pas de la loi devient réglementaire. C'est là que la commission des lois est importante. C'est là qu'on doit étudier la conformité à la Constitution. Mais alors, tout problème, je vous ai dit, n'est pas forcément légal. Il ne faut pas penser que parce que vous avez commencé à étudier un problème, forcément vous devez faire une loi. Non, tout problème sociétal n'est pas forcément un problème légal. C'est pourquoi il faut des études. Et il y a ce qu'on appelle un principe de subsidiarité, un principe cher à l'Union européenne. Je vous ai dit la fois le principe de proportionnalité et le principe de subsidiarité. Là où la loi ne peut pas, elle peut accorder les possibilités à la réglementation. Le principe de subsidiarité voudrait aussi que là où l'État ou le gouvernement central ne peut pas, il donne ça à la province. Principe de complémentarité et tout ça concourt, participe de l'efficacité ou de la mise en œuvre des lois. On ne peut pas tout laisser à la loi. On ne peut pas tout laisser à la loi formelle. C'est ce que je voudrais dire. Germain Bave, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, avec Germain Bave, nous allons clôturer ces numéros de votre émission Entretien. Je rappelle que Germain Bave a déjà produit comme des ouvrages de logistique que vous pouvez consulter. Vous l'aurez sans doute compris, c'est un scientifique. C'est vrai que nous parlons des aspects liés à la vie politique du pays, mais avec lui, Germain Bave n'est pas un politique, c'est un scientifique. Donc voilà pourquoi nous avons pris de manière tout à fait humble l'aspect scientifique qui puisse nous permettre de comprendre un certain nombre de choses dans notre pays et aussi les effets de la loi sur notre vécu quotidien et sur la marche de la nation. Germain Bave, nous vous remercions d'être passé. Avez-vous un mot de la fin avant que... Un mot de la fin, c'est que, comme j'ai toujours dit, je suis le turiféraire non pas de la politique, mais des techniques législatives et de l'évaluation. Je plaide pour que vraiment notre pays quitte la conception dogmatique où on pense que tout est lié à ce qu'on a écrit et qu'on a laissé. Je plaide pour que vraiment on formalise, on tienne compte aussi de la conception quand on a bien traité la loi, on a bien conçu la loi, l'avant-projet ou l'avant-proposition. Au niveau de la phase préliminaire, on a plus de chances que la loi soit exécutée et produise des effets. Merci et je vous remercie pour ces opportunités que vous me donnez. Et voilà qui est dit. Donc, à la longue, nous espérons que des lois qui n'auront pas d'efficacité dans les faits pourraient être aussi retirées. C'est ainsi que se termine cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine.